Est-ce que je suis la méchante pour avoir demandé à mon fils aîné de s'occuper de la famille que son frère lui a arrachée? Si tu frappes encore à ma porte, j'appelle la police. C'est la dernière chose que mon fils aîné m'a dite. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré. Il l'a juste dit avec cette voix dure que j'ai reconnue trop tard. La voix de quelqu'un qui ne te doit plus rien. Et moi, j'étais là, sa mère, debout devant sa maison, en train de le supplier avec les yeux d'ouvrir un peu plus la porte, de me laisser entrer, au moins m'écouter. Mais non. Il m'a fermé la porte au nez, comme si on écrasait un cafard. Et franchement, je comprends. J'ai 2 fils. Ils ont seulement 2 ans d'écart. Quand ils étaient petits, ils étaient inséparables. Ils jouaient ensemble, dormaient dans le même lit quand il y avait de l'orage. Ils se défendaient à l'école. Je pensais qu'ils seraient meilleurs amis pour la vie. Je les aimais tous les deux, du moins, c'est ce que je me disais. Mais si je suis honnête, vraiment honnête, j'ai toujours eu un faible pour le plus jeune. Il était plus fragile, plus dépendant, plus affectueux. Il s'accrochait à moi comme si j'étais son monde. L'aîné était différent, silencieux, mature, autonome. Il ne demandait jamais rien. Et peut-être à cause de ça, j'ai cru qu'il n'avait pas besoin d'autant d'attention. Je suppose que si. Mais ce n'était pas un favoritisme cruel ou évident. C'était un favoritisme silencieux, déguisé en compassion. Je croyais que le petit avait plus besoin d'aide, et que l'aîné pouvait se débrouiller tout seul. Mais cette idée, elle nous a détruits. Quand est venu le moment pour les 2 d'entrer à l'université, on ne pouvait pas payer 2 inscriptions complètes. On était à court d'argent. Mon mari et moi avons pris une décision qui me hante encore. On a dit à l'aîné qu'on ne pouvait pas tout lui payer, qu'il devait chercher des bourses ou travailler. Et il l'a fait, sans se plaindre. Il a trouvé des petits boulots, il était toujours fatigué, mais il n'a jamais rien dit. Pendant ce temps, on a entièrement financé les études du petit. Oui, on a tout misé sur lui. Pas parce qu'il était meilleur, mais parce que, comme toujours, on croyait qu'il avait plus besoin. L'aîné rentrait de plus en plus tard. Il avait des cernes marquées, les mains abîmées par le travail dans les cuisines ou à porter des cartons. Je le regardais et je sentais un vide bizarre. Je savais que ce qu'on faisait n'était pas juste. Mais je me disais que c'était temporaire, que tout s'équilibrerait plus tard. Et le pire, c'est qu'il ne nous a jamais affrontés. Pas au début. Il s'éloignait juste, petit à petit, comme quelqu'un qui n'attend plus rien de toi. Le petit, lui, avait tout sur un plateau. Quand il avait mal quelque part, je courais. Quand il voulait quelque chose, je faisais tout pour l'obtenir. Je me suis même mise à rêver de le voir réussir, comme une deuxième chance. Comme si, à travers lui, je pouvais corriger toutes les erreurs que j'avais faites avec l'aîné. Jusqu'à ce qu'Anna arrive. Anna était amie avec les 2 depuis le collège. Mais un jour, mon fils aîné a commencé à sortir avec elle. Et pour la première fois, je l'ai vu heureux. Vraiment heureux. Il riait plus. Il passait du temps à la maison. Il parlait de projets d'avenir. Anna était douce, charmante, une fille simple et gentille. Je l'adorais comme une autre fille. Mais avec son arrivée, quelque chose s'est cassé entre les frères. L'aîné ne proposait plus au petit de sortir avec eux. Il ne partageait plus autant. Un après-midi, je lui ai dit qu'il devrait inclure son frère, et il m'a répondu. Non, maman. Ce n'est plus un enfant. Son ton était froid, tranchant. Ça m'a blessé. Mais je me suis tu. Comme je m'étais tu tant de fois. Et puis, on l'a refait. Le petit a commencé à avoir des problèmes à la fac. Il était frustré, pas sûr de lui, avait peur de ne pas réussir. Et mon mari et moi avons décidé de l'aider encore plus. On lui a payé des cours en plus, on lui a acheté un nouvel ordi portable, on lui a même promis qu'on lui paierait toute sa scolarité s'il le fallait. L'aîné l'a su. Je ne sais pas comment. Je sais juste qu'un soir, il est arrivé, il m'a regardé les yeux pleins de déception et il a dit « Alors c'était vrai. Il a toujours été ton préféré. » Je n'ai rien dit, parce que je n'avais rien à répondre. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que tout s'est brisé pour de bon. Peut-être que la blessure était déjà là depuis longtemps. Mais ce soir-là, c'était la première fois qu'il a arrêté de me regarder comme sa mère. Et moi, sachant qu'il avait raison, je n'ai pu que baisser les yeux et porter la culpabilité. Je la sentais tout le temps, même si je l'avalais en silence. Chaque fois que je le voyais rentrer avec les mains abîmées par le travail. Chaque fois que je passais devant sa chambre et que je l'entendais étudier en pleine nuit. Je sentais que je lui faisais du mal. Mais je me convainquais que c'était temporaire, qu'il était fort, qu'il finirait par avoir sa récompense plus tard. Que ce n'était pas de l'injustice, mais une stratégie. Je n'ai jamais pensé que j'étais en train de choisir. Mais je l'ai fait. Un jour, alors que je préparais du café,
mon fils cadet s'est approché. Il s'est assis en silence. Il avait ce visage d'enfant qui attend du réconfort sans le dire. Après quelques secondes, il a lâché. « Maman, Anna me plaît. » Mon cœur s'est arrêté. « Comment ça, elle te plaît ?»« Depuis toujours, » a-t-il dit sans me regarder. « Depuis le collège. » Mais je ne lui ai jamais rien dit. Et ensuite, lui, il a été plus rapide. Lui, mon frère. C'était la première fois que j'entendais ce mot chargé de rancune. Pas « mon frère ». Juste « lui ». J'ai l'impression qu'il me l'a volé, a-t-il dit. C'est toujours comme ça. Il a toujours tout. Je suis resté figé. Je ne savais pas si je devais le consoler ou le gronder. Sur son visage, il n'y avait pas de méchanceté. Juste une tristesse profonde. Et aussi quelque chose d'autre, une vieille rancéure, mijotée lentement. Mais ils sont ensemble maintenant, j'ai essayé de dire. Et ils ont l'air heureux. Et moi alors, m'a-t-il coupé. Personne ne me voit. Je n'ai pas su quoi répondre. Je l'ai juste serré dans mes bras. Et c'est là que tout a vraiment commencé à déraper. Parce qu'à partir de ce moment-là, chaque fois qu'Anna venait à la maison, je ne la voyais plus de la même façon. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais peut-être jamais vues avant, ou alors que je refusais de voir. Comment elle riait plus avec le petit. Comment elle l'écoutait quand il parlait. Comment elle s'asseyait près de lui sur le canapé, sans même y penser. Et alors, je l'avoue, j'ai semé la graine. Un après-midi, pendant qu'on préparait le dîner avec Anna, je lui ai dit sans trop réfléchir. Tu sais, je vous ai toujours vu très connectés, toi et le petit. Vous avez une sorte d'étincelle spéciale, non? Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Parfois, on finit avec quelqu'un qu'on ne devrait pas, juste parce qu'on n'ose pas regarder plus loin. L'amour, parfois, est plus près qu'on ne le pense. Anna n'a rien répondu. Elle m'a juste regardé, confuse. Et j'ai changé de sujet. Mais j'ai continué. J'ai répété ce genre de remarques. Des petites phrases. Des commentaires en l'air. Toi et l'aîné, vous n'avez pas l'air très complices ces temps-ci. Le petit te regarde comme si tu étais tout son univers. Il y a des choses qui ne se forcent pas. Et d'autres qui coulent toutes seules. Je ne lui ai jamais dit directement de quitter l'aîné. Mais il n'y avait pas besoin. Et le pire, c'est que j'ai aussi parlé au petit. Je lui ai dit que peut-être qu'Anna ressentait quelque chose pour lui. Que peut-être qu'elle avait juste besoin de temps pour le réaliser. Que s'il l'aimait vraiment, il ne devait pas abandonner. Que l'amour méritait qu'on se batte. C'est moi. Moi qui ai jeté de l'essence sur une flamme qui brûlait déjà. Une nuit, Anna est restée plus tard que d'habitude. L'aîné avait un service de nuit. Moi, je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai trouvé le petit dans la cuisine. Silencieux. Les yeux rouges. Il tremblait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé. C'est arrivé, il a dit. Juste ça. Puis, comme s'il avait tout gardé en lui pendant des heures, il a craqué. Maman, Anna et moi, on a été ensemble cette nuit. Mon âme s'est effondrée. Je ne savais pas si je devais pleurer, crier ou le prendre dans mes bras. Je l'ai pris dans mes bras. Il s'est blotti contre moi comme un enfant effrayé. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce qui allait se passer. Qu'elle ne lui avait rien promis. Que c'était arrivé, c'est tout. Quelques jours plus tard, Anna a arrêté de venir. Elle s'est éloignée. L'aîné ne disait rien, mais on le sentait bizarre. Plus tendu, plus éteint. Je ne savais pas s'il savait. Le petit non plus ne savait pas quoi penser. Anna ne répondait plus à ses messages. Tout était en suspens. Jusqu'à ce qu'un après-midi, elle revienne. Et demande à parler. Elle a dit qu'elle avait besoin de parler. Et j'ai su qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Anna est revenue un après-midi. Habillée simplement. Sans maquillage. Le visage pâle, les yeux fatigués. Elle n'a pas voulu entrer dans la salle à manger. Elle est restée à l'entrée, comme si elle ne se sentait plus à sa place. L'aîné était sur le canapé, l'ordi sur les genoux. Quand il a vu, il s'est levé d'un bond. Qu'est-ce qui se passe? Il avait un mélange de nervosité et de soulagement dans la voix. Tu vas bien? Anna a hoché la tête, mais elle ne s'est pas approchée. Elle avait les bras croisés sur la poitrine, comme si elle essayait de se tenir elle-même debout. Et puis, sans détour, elle a lâché la bombe. Je suis enceinte. Le visage de mon fils aîné s'est transformé. Il a souri. Il a fait un pas vers elle. C'est vrai. C'est sérieux. Elle a reculé d'un pas. Ce n'est pas de toi. J'étais dans la cuisine, et même là,
j'ai entendu le bruit de tout ce qui venait de se briser. Il n'a rien dit. Il l'a juste regardé. D'abord, confus. Puis, blessé. Puis, vide. Anna a baissé les yeux. Et le silence a tout rempli. Le petit est arrivé à ce moment-là. Par hasard, ou par malédiction. Il a tout vu. Il n'a rien dit. Et c'est là que l'aîné a explosé. Il s'est jeté sur son frère. Sans réfléchir. Il lui a mis un coup de poing si fort que le petit est tombé par terre, se cognant la tête contre le mur. Anna a crié. Moi aussi. Le père est accouru du jardin. C'était le chaos. Comment t'as pu, hurlait l'aîné. T'étais mon frère. Mon putain de frère. Le petit ne se défendait pas. Il se couvrait juste le visage. Mon mari a réussi à les séparer, mais c'était trop tard. La blessure était là. Ouverte. Sanglante. Incurable. Et alors, il m'a regardé. Avec un mélange de rage, de déception, et pire que tout, d'indifférence. Tu savais, pas vrai? Je n'ai pas répondu. J'ai juste baissé les yeux. Mais c'était suffisant. Bien sûr que tu savais, il a dit, la voix brisée. Tu l'as toujours su. Tu as toujours fait partie de ça. Mon mari a essayé de le calmer. Mais il l'a repoussé. Ne cherche pas à les sauver. Ni lui. Ni elle. Cette famille est pourrie. Elle l'a toujours été. Anna pleurait. Le petit restait au sol. Moi, j'essayais de dire quelque chose. N'importe quoi. Mais il a levé la main pour me faire taire. Je ne veux plus vous voir. Aucun de vous. Vous êtes mort pour moi aujourd'hui. Et il est parti. Il n'a rien pris. Il n'a pas dit au revoir. Il a juste franchi la porte et a disparu. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Personne n'a dit un mot. Anna s'est enfermée dans sa chambre. Le petit a pleuré jusqu'à s'endormir. Mon mari a fumé en silence sur la terrasse. Et moi, je suis restée assise dans le noir du salon, les bras croisés, avec cette sensation que quelque chose en moi s'était brisé pour toujours. Les jours ont passé. Puis les mois. Anna a accouché. C'était une fille magnifique. Ma petite fille. Mais je n'ai pas pu en profiter. Parce que l'absence de mon fils aîné faisait plus de bruit que tous les pleurs du bébé. J'ai essayé de lui écrire, de l'appeler, de le chercher. Il n'a jamais répondu. Un jour, on a découvert qu'il avait changé de numéro. De ville. De vie. Et nous, on était là. À essayer de recoller les morceaux. Le petit a tenté d'assumer son rôle de père. Il travaillait, s'occupait de sa fille, essayait de bien faire les choses. Je l'aidais comme je pouvais. Mais il manquait toujours quelque chose. Quelque chose qui était parti avec son frère. Et quand j'ai enfin cru que le temps allait nous laisser un peu de paix, il y a eu l'accident. Un appel de l'hôpital à 2h13 du matin. Le petit avait eu une chute au travail. Un traumatisme crânien. Fracture de la colonne. Inconscient. Dans le coma. Les médecins ont dit que c'était grave. Qu'il pourrait ne pas se réveiller. Et que s'il se réveillait, il y avait de grandes chances qu'il ne puisse plus jamais marcher. L'assurance ne couvrait qu'une partie. L'essentiel. Mais pas les traitements intensifs ni l'opération avancée qu'il fallait faire. Anna n'avait pas de travail. Mon mari et moi avions à peine de quoi tenir la maison. Les factures commençaient à s'accumuler. Et alors, une nièce est venue me rendre visite. Tu savais que ton fils aîné va super bien. Là, j'ai su. Je devais aller le chercher. C'était comme courir après un fantôme que j'avais moi-même appris à disparaître. Je n'avais plus son numéro. Il l'avait changé il y a des années. Sur les réseaux, il apparaissait sous son vrai nom. La seule chose que j'avais, c'était le commentaire de ma nièce. Il va bien, tata. Il vit dans telle ville. Il a un bon boulot. On dit même qu'il est fiancé. Cette dernière partie m'a fait plus de mal que je ne veux l'admettre. Pas par jalousie, ni par fierté, mais parce que j'ai compris que sa nouvelle vie n'avait pas de place pour nous. Je n'étais pas invité dans son futur. Avec l'aide de mon mari, on a trouvé une adresse. Je ne savais pas si c'était la bonne. C'était un joli quartier. Calme. Des maisons bien rangées. Silencieuses. Quand j'ai frappé à la porte, j'étais plus nerveuse que le jour où je l'ai amené pour la première fois à la maternelle. Il a mis du temps à ouvrir. Et pendant une seconde, il ne m'a pas reconnu. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était ferme, neutre, froide. « J'ai besoin de te parler. S'il te plaît. » Il ne m'a pas invité à entrer. Il est resté là, dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Ton frère est dans le coma. Il a eu un accident. C'est très grave.
Il n'a rien dit. Pas une grimace. Pas une question. L'assurance ne couvre pas tout. Il a besoin d'une opération urgente. S'il ne la fait pas rapidement, il peut mourir. Ou rester invalide. On n'a pas l'argent. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'était sa seule réponse. C'est ton frère, ai-je crié presque. C'est ton sang. C'est ta famille. Non. Vous êtes mort il y a des années. Et je ne ressuscite pas les morts. Je me suis senti trembler. Mais je ne me suis pas arrêté. Anna ne travaille pas. Elle doit s'occuper de sa fille. Ta nièce. Une petite de 6 ans. Elle n'a rien fait de mal. Elle ne peut pas grandir sans son père. Il m'a regardé comme si je lui parlais d'un inconnu. Tu veux que je m'occupe de la fille de la femme qui m'a trompé avec mon propre frère? Pendant que toi, tu regardais ailleurs. Ce n'était pas comme ça. Ah non. Il a haussé le ton pour la première fois. Tu as le culot de venir chez moi, après tout ce que vous avez fait, pour me demander de l'argent? De me demander d'être mature? Je sentais tout mon corps brûler. Tu as toujours été le fort, je lui ai dit. Celui qui pouvait se débrouiller seul. Celui qui n'avait besoin de rien. Ton frère, il avait toujours besoin de plus. Non. Il voulait toujours plus. Et vous lui avez tout donné. Même ce qui était à moi. Silence. Je l'aimais, il a murmuré. Anna, j'allais lui demander d'emménager avec moi. J'avais tout prévu. Et vous me l'avez arraché. Parce que vous ne saviez pas aimer sans diviser. Je me suis approché. J'ai posé ma main sur son bras. Il l'a retiré avec dégoût. Tu dois aider. S'il ne se fait pas opérer, il va mourir. Et lui, avec un calme glacial, a dit. Alors ce sera la conséquence de ses choix. Pas des miens. J'ai essayé de dire quelque chose. N'importe quoi. Une supplication, des larmes, je suis ta mère. Mais il a levé son téléphone. Dégage, ou j'appelle la police. Je suis parti avec les jambes qui tremblaient, l'âme réduite en poussière. Je suis rentré à la maison sans rien dire. Mon mari m'a regardé en silence. Il savait que ça n'avait pas marché. Cette nuit-là, on n'a pas dormi. Le matin suivant, le médecin nous a appelés. Vous devez décider maintenant. Si l'opération n'a pas lieu cette semaine, votre fils pourrait rester paralysé à vie, ou ne pas survivre. On n'avait pas cet argent. Il ne nous restait qu'une seule option, la maison de ma mère. Celle que j'avais héritée. Celle qu'on louait pour pouvoir vivre. Mon fonds de retraite. Mon dernier recours. Mon mari et moi, on s'est regardés sans parler. On a su qu'on allait le faire. Mais avant, je voulais essayer une dernière fois. On allait le revoir. Cette fois, ensemble. On est allé frapper à sa porte pour la toute dernière fois. Je n'attendais plus de pardon. Juste un peu d'humanité. Une étincelle. Un geste qui me ferait croire qu'il restait encore quelque chose de lui en nous. Ou de nous en lui. Il a ouvert sans surprise, comme s'il savait déjà qu'on allait revenir. Mon mari a avancé d'un pas. Cette fois, c'est lui qui a parlé. Ton frère est entre la vie et la mort. S'il ne se fait pas opérer cette semaine, il pourrait devenir invalide, ou pire. On ne peut pas payer. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Silence. Mon fils aîné s'est appuyé contre l'encadrement de la porte. Son visage était impassible. Comme si tout ça ne le concernait pas. Comme si on ne parlait pas de son propre sang. Pourquoi moi? A-t-il demandé enfin. Parce que tu es son frère, j'ai dit. Parce que tu l'as été, un jour. Non. Ce n'est plus le cas. Vous m'avez fait comprendre ça quand vous l'avez choisi. Quand vous êtes resté silencieux. Quand vous lui avez donné ce qui était à moi. J'ai voulu m'approcher. Mon mari m'a retenu. Ce n'est plus le moment de parler du passé. On est là parce qu'on n'a plus d'autre issue. Et la maison de mamie. Il m'a regardé avec froideur. Vous l'avez déjà vendue. Pas encore, j'ai répondu. Mais c'est tout ce qu'il nous reste. Et si on le fait, on n'aura plus rien pour la retraite. Ah, bien sûr, il a dit en riant sans joie. Maintenant, vous pensez à l'avenir. Maintenant que le préféré est en danger. Mon mari a avancé d'un pas, le visage tendu, les poings serrés. Grandis. T'es un homme maintenant. Tu vas vraiment laisser ton frère mourir à cause de ton orgueil? Ce n'est pas de l'orgueil, a-t-il dit sèchement. C'est de la dignité. Une chose que vous m'avez enlevée il y a des années. C'est ton sang, ai-je crié. Ton neveu a besoin de toi. Anna. Il a explosé. Anna n'est rien pour moi. Elle m'a utilisé,
Elle m'a laissé tomber, elle m'a piétiné. Et vous avez laissé faire. Maintenant, vous voulez que je finance leur nouvelle vie? Leur rééducation? Leurs erreurs? Le silence est devenu pesant. Tu es égoïste, ai-je crié, en larmes. Quel genre de fils tourne le dos à sa famille comme ça? Et c'est là que c'est arrivé. Mon mari, qui jusque-là s'était contenu, l'a poussé. Un simple geste de colère. Un coup à l'épaule. Une réaction instinctive. Désespéré. Mon fils aîné a vacillé, mais n'est pas tombé. Il l'a regardé. Froid. Lentement. Fais-le encore, a-t-il dit en sortant son téléphone. Et je porte plainte. Mon mari a baissé la main. Moi, j'ai reculé, le cœur dans la gorge. Ne revenez pas, il a dit. Je ne veux plus vous voir. Ne m'écrivez pas. Ne me cherchez pas. Si vous le faites, ce sera mon avocat qui vous répondra. Et il nous a fermé la porte au nez. Je suis resté là une seconde, à fixer cette porte froide. Ce n'était pas une porte. C'était un mur. Une pierre tombale. Une fin. On est rentré en silence. Cette nuit-là, j'ai vendu la maison de ma mère. J'ai appelé les gens. J'ai signé les papiers. Cette maison où j'avais grandi. Qui devait me soutenir dans la vieillesse. Elle ne m'appartenait plus. Mais elle a payé l'opération. Quelques jours plus tard, la chirurgie a eu lieu. Elle a été longue, compliquée, réussie, autant que possible. Mon fils cadet a survécu. Mais le médecin a été clair. Il ne marchera plus jamais. Il est paralysé de la taille aux pieds. Anna a craqué. Elle pleurait tous les jours. Elle disait que c'était sa faute. Qu'elle ne savait pas comment élever seule une fille et s'occuper d'un homme qui ne pouvait plus se débrouiller. La petite demandait pourquoi papa ne pouvait plus jouer avec elle. Et moi, je me suis assise sur la même chaise d'hôpital où j'avais attendu quelques jours avant, et j'ai pensé. Voilà. Voilà ce que j'ai construit. Tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai laissé faire. Tout ce que j'ai gardé en silence. Et tout ce que j'ai cassé pour toujours. Je pensais que le temps finirait par tout réparer. Que, peut-être un jour, sans prévenir, il frapperait à la porte. Que je le verrais là, debout, avec ce visage fermé, mais le cœur encore vivant derrière. Et qu'il dirait, je ne sais pas, parlons, ou j'ai été dur, ou peut-être simplement, maman. Mais non. Des années sont passées. Mon fils cadet vit à la maison, dans un fauteuil roulant. Anna s'occupe de lui du mieux qu'elle peut. Mais parfois, je la vois s'effondrer dans le couloir, quand leur fille dort. Cette petite, ma petite fille, a le même rire que son père quand il était petit. Elle est douce, intelligente, innocente. Et quand elle me serre dans ses bras, je sens qu'il me reste encore une raison de continuer. Mais il ne se passe pas un seul jour sans que je pense à mon autre fils. J'ai tout essayé. Des lettres. Des messages. Des emails. Des cadeaux pour son anniversaire. Des photos de la petite. Des enregistrements de sa voix disant « Je t'aime, tonton ». Tout a été ignoré. Un jour, j'ai compris. Il m'avait bloqué de partout. Pas seulement du téléphone. De sa vie. Et je ne lui en veux pas. Pas cette fois. Parce que je me suis regardé dans le miroir trop de fois depuis. Et je sais exactement qui je suis. Une mère qui a confondu amour et préférence. Protection et trahison. Une mère qui a cru que le fils fort ne se brisait pas. Et quand il s'est brisé, il était déjà trop tard pour ramasser les morceaux. La maison de ma mère n'est plus à nous. Celle qui devait être ma sécurité, ma retraite, s'est envolée. Et avec elle, est partie la dernière illusion de stabilité. Mon mari et moi, on survit à peine. Il vieillit en silence, sans jamais donner son avis. Je crois qu'il porte aussi des regrets. Même s'ils sont moins visibles. Parfois, je l'entends parler tout seul dans le jardin. Je crois qu'il parle avec lui. Avec le fils qui n'est plus là. La dernière fois que j'ai essayé de faire quelque chose, c'était pour l'anniversaire de la petite. On lui a acheté un cadeau. On l'a emballé. On a écrit une carte, de ton tonton qui t'aime, même si tu ne le sais pas encore. On a fait semblant que ça venait de lui. La petite l'a serré dans ses bras comme si c'était un trésor. Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence. Pas parce que je voulais qu'il me pardonne. Mais parce que je me suis rendu compte qu'il ne me reconnaissait plus comme sa mère. Et peut-être que, c'est juste. Je ne sais pas si je suis la méchante. Mais je sais que je suis celle qui a échoué. Celle qui a eu 2 fils, et qui a construit un gouffre entre eux avec chaque petite décision qui semblait inoffensive. Une mère qui a joué à équilibrer les sentiments, et qui a tout perdu. Aujourd'hui, je vis avec cette certitude, il est encore là-bas.
Avec une nouvelle vie. Avec quelqu'un, j'espère, qui le traite avec l'amour que nous n'avons jamais su lui donner. Et chaque fois que son nom traverse ma tête, cette question revient comme un battement. Ai-je été une si mauvaise mère, pour lui demander de prendre soin de ce qui un jour avait aussi été à lui? Je n'ai pas besoin que quelqu'un me réponde. Je le sais. Parce que je l'attends encore. Et il ne reviendra pas.